Thérèse Raquin, chapitre 18. Thérèse, elle aussi avait été visitée par le spectre de Camille. Pendant cette nuit de fièvre, la proposition brûlante de Laurent, demandant un rendez-vous, après plus d'une année d'indifférence, l'avait brusquement fouettée. La chair s'était mise à lui cuire lorsque, seule et couchée, elle avait songé que le mariage devait avoir bientôt lieu. Alors, au milieu des secousses de l'insomnie, elle avait vu se dresser le noyé. Elle s'était, comme Laurent, tordue dans le désir et dans l'épouvante, et, comme lui, elle s'était dit qu'elle n'aurait plus peur, qu'elle n'éprouverait plus de telles souffrances lorsqu'elle tiendrait son amant entre ses bras. Il y avait eu, à la même heure, chez cette femme et chez cet homme, une sorte de détraquement nerveux qui les rendait pantelants et terrifiés. À leur terrible amour, une parenté de sang et de volupté s'était établie entre eux. Ils frissonnaient des mêmes frissons, leur cœur, dans une espèce de fraternité poignante, se serrait aux mêmes angoisses. Ils eurent, dès lors, un seul corps et une seule âme, pour jouir et pour souffrir. Cette communauté, cette pénétration mutuelle est un fait de psychologie et de physiologie qui a souvent lieu chez les êtres que de grandes secousses nerveuses heurtent violemment l'un à l'autre. Pendant plus d'une année, Thérèse et Laurent portèrent légèrement la chaîne rivée à leurs membres, qui les unissait. Dans l'affaissement succédant à la crise aiguë du meurtre, dans les dégoûts et les besoins de calme et d'oubli qui avaient suivi, ces deux forçats purent croire qu'ils étaient libres, qu'un lien de fer ne les liait plus. La chaîne détendue traînée à terre, eux, ils se reposaient, ils se trouvaient frappés d'une sorte de stupeur heureuse. Ils cherchaient à aimer ailleurs, à vivre avec un sage équilibre. Mais le jour où, poussés par les faits, ils en étaient venus à échanger de nouveau des paroles ardentes, la chaîne se tendit violemment, ils reçurent une secousse, tels qu'ils se sentirent à jamais attachés l'un à l'autre. Dès le lendemain, Thérèse se mit à l'œuvre, travailla sourdement à amener son mariage avec Laurent. C'était là une tâche difficile, pleine de périls. Les amants tremblaient de commettre une imprudence, d'éveiller les soupçons, de montrer trop brusquement l'intérêt qu'ils avaient eu à la mort de Camille. Comprenant qu'ils ne pouvaient parler de mariage, ils arrêtèrent un plan fort sage, qui consistait à se faire offrir ce qui n'osait demander par Madame Raquin elle-même et par les invités du jeudi. Il ne s'agissait plus que de donner l'idée de remarier Thérèse à ces braves gens, surtout de leur faire croire que cette idée venait d'eux et leur appartenait en propre. La comédie fut longue et délicate à jouer. Thérèse et Laurent avaient pris chacun le rôle qui leur convenait. Ils avancèrent avec prudence extrême, calculant le moindre geste, la moindre parole. Au fond, ils étaient dévorés par une impatience qui raidissait et tendait leurs nerfs. Ils vivaient au milieu d'une irritation continuelle. Il leur fallait toute leur lâcheté pour s'imposer des airs souriants et paisibles. Ils avaient hâte d'en finir ce qu'ils ne pouvaient plus rester séparés et solitaires. Chaque nuit, le noyer les visitait. L'insomnie les couchait sur un lit de charbon ardent et les retournait avec des pinces de feu. L'état d'énervement dans lequel ils vivaient activait encore chaque soir la fièvre de leur sang, en dressant devant eux des hallucinations atroces. Thérèse, lorsque le crépuscule était venu, n'osait plus monter dans sa chambre. Elle éprouvait des angoisses vives quand il lui fallait s'enfermer jusqu'au matin dans cette grande pièce qui s'éclairait de lueurs étranges et se peuplait de fantômes. Dès que la lumière était éteinte, elle finit par laisser sa bougie allumée, par ne plus vouloir dormir afin de tenir toujours ses yeux grands ouverts, et quand la fatigue baissait ses paupières, elle voyait Camille dans le noir. Elle rouvrait les yeux en sursaut. Le matin, elle se traînait brisée, n'ayant sommeil que quelques heures au jour. Quant à Laurent, il était devenu décidément poltron, depuis le soir où il avait eu peur en passant devant la porte de la cave. Auparavant, il vivait avec des confiances de brute. Maintenant, au moindre bruit, il tremblait, il pâlissait comme un petit garçon. Un frisson d'effroi avait brusquement secoué ses membres et ne l'avait plus quitté. La nuit, il souffrait plus encore que Thérèse. La peur dans ce grand corps mou et lâche amenait des déchirements profonds. Il voyait tomber le jour avec des appréhensions cruelles. Il lui arriva à plusieurs reprises de ne pas vouloir rentrer, de passer des nuits entières à marcher au milieu des rues désertes. Une fois, il resta jusqu'au matin sous un pont, par une pluie battante. Là, accroupi, glacé, n'osant se lever pour remonter sur le quai, il regarda, pendant près de 6 heures, couler l'eau sale dans l'ombre blanchâtre. Par moments, des terreurs l'aplatissaient contre la terre humide. Il lui semblait voir sous l'arche du pont passer de longues traînées de noyés qui descendaient au fil du courant.
Lorsque la lassitude le poussait chez lui, il s'y enfermait à double tour, il s'y débattait jusqu'à l'aube au milieu d'accès effrayants de fièvre. Le même cauchemar revenait avec persistance. Il croyait tomber des bras ardents et passionnés de Thérèse entre les bras froids et gluants de Camille. Il rêvait que sa maîtresse l'étouffait dans une étreinte chaude, et il rêvait ensuite que le noyait, le serrait contre sa poitrine pourrie dans un embrassement glacial. Ces sensations brusques et alternées de volupté et de dégoût, ces contacts successifs de chair brûlante d'amour et de chair froide amollie par la vase, le faisaient haleter et frissonner, râler d'angoisse. Et chaque jour, l'épouvante des amants grandissait. Chaque jour, leurs cauchemars les écrasaient, les affolaient davantage. Ils ne comptaient plus que sur leurs baisers pour tuer l'insomnie. Par prudence, ils n'osaient se donner des rendez-vous, ils attendaient le jour du mariage comme un jour du salut qui serait suivi d'une nuit heureuse. C'est ainsi qu'ils voulaient leur union, de tout le désir qu'il éprouvait de dormir un sommeil calme. Pendant les heures d'indifférence, il avait hésité, oubliant chacun les raisons égoïstes et passionnées qui s'étaient comme évanouies après les avoir tous deux poussés au meurtre. La fièvre les brûlant de nouveau. Ils retrouvaient au fond de leur passion et de leur égoïsme ces raisons premières qui les avaient décidés à tuer Camille, pour goûter ensuite les joies que, selon eux, leur assurait un mariage légitime. D'ailleurs, c'était un vague désespoir qu'ils prenaient la résolution suprême de s'unir ouvertement, tout au fond d'eux. Il y avait de la crainte, leurs désirs frissonnaient, ils étaient penchés en quelque sorte l'un sur l'autre comme sur un abîme dont l'horreur les attirait. Ils se courbaient mutuellement au-dessus de leur être, cramponnés, muets, tandis que des vertiges d'une volupté cuisante alanguissaient leurs membres, leur donnaient la joie, leur donnaient la folie de la chute, mais en face du moment présent, de leur attente anxieuse et de leur désir peureux, ils sentaient l'impérieuse nécessité de s'aveugler, de rêver un avenir de félicité amoureuse et de jouissance paisible. Plus ils tremblaient l'un devant l'autre, plus ils devinaient l'horreur du gouffre au fond duquel ils allaient se jeter, et plus ils cherchaient à se faire à eux-mêmes des promesses de bonheur, à étaler devant eux les faits invincibles qui les amenaient fatalement au mariage. Thérèse désirait uniquement se marier parce qu'elle avait peur et que son organisme réclamait les caresses violentes de Laurent. Elle était en proie à une crise nerveuse qui la rendait comme folle. À vrai dire, elle ne raisonnait guère, elle se jetait dans la passion, l'esprit détraqué par les romans qu'elle venait de lire, la chair irritée par les insomnies cruelles que la tenaient éveillée plusieurs semaines. Laurent, d'un tempérament plus épais, tout en cédant à ses terreurs et à ses désirs, entendait raisonner sa décision. Pour se bien prouver que son mariage était nécessaire et qu'il allait enfin être parfaitement heureux, pour dissiper les craintes vagues qui le prenaient, il refaisait tous ses calculs d'autrefois. Son père, le paysan de Jeufosse, s'entêtant à ne pas mourir, il se disait que l'héritage pouvait se faire longtemps attendre. Il craignait même que cet héritage ne lui échappât et n'allât dans la poche d'un de ses cousins. Grand gaillard qui piochait la terre à la vive satisfaction du vieux Laurent. Et lui, il serait toujours pauvre, il vivrait sans femme, dans un grenier, dormant mal, mangeant plus mal encore. D'ailleurs, il comptait ne pas travailler toute sa vie. Il commençait à s'ennuyer singulièrement à son bureau. La légère besogne qui lui était confiée devenait accablante pour sa paresse. Le résultat de ses réflexions était toujours que le suprême bonheur consiste à ne rien faire. Alors, il se rappelait qu'il avait noyé Camille pour épouser Thérèse et ne plus rien faire ensuite. Certes, le désir de posséder à lui seul sa maîtresse était entré pour beaucoup dans la pensée de son crime, mais il avait été conduit au meurtre peut-être plus encore par l'espérance de se mettre à la place de Camille, de se faire soigner toutes les heures. Si la passion seule l'eût poussé, il n'aurait pas montré tant de lâcheté, tant de prudence. La vérité était qu'il avait cherché à assurer, par un assassinat, le calme et l'oisiveté de sa vie, le contentement durable de ses appétits. Toutes ces pensées, avouées ou inconscientes, lui revenaient. Il se répétait pour s'encourager qu'il était temps de tirer le profit attendu de la mort de Camille, et il étalait devant lui les avantages, les bonheurs de son existence future. Il quitterait son bureau, il vivrait dans une paresse délicieuse, il mangerait, il boirait, il dormirait son soûl. Il aurait sans cesse sous la main une femme ardente qui rétablirait l'équilibre de son sang et de ses nerfs. Bientôt, il hériterait de 40 et quelques 1000 francs de Madame Raquin, car la pauvre vieille se mourait un peu chaque jour. Enfin, il se créerait une vie de brute heureuse et il oublierait tout. À chaque heure, depuis que leur mariage était décidé entre Thérèse et lui, Laurent se disait ces choses. Il cherchait encore d'autres avantages et il était tout heureux lorsqu'il croyait avoir trouvé un nouvel argument. Puisé dans son égoïsme,
qui l'obligeait à épouser la veuve du noyé. Mais il avait beau se forcer à l'espérance, il avait beau rêver un avenir gras de paresse et de volupté, il sentait toujours de brusques frissons lui glacer la peau. Il éprouvait toujours par moments une anxiété qui étouffait la joie dans sa gorge. Fin du chapitre 18.